aux participants qui nous retrouvent. On a été invité par Madame Renotte Urruti de la direction jeunesse, des sports et cohésion sociale de la Martinique à participer à cette table ronde afin de dresser un tableau de l'impact de la crise sur les associations, mais également de partager différents leviers qui existent pour accompagner la vie associative sur les territoires. Alors aujourd'hui, autour de la table, nous sommes plusieurs intervenants. Alors Adèle Cross pour le mouvement associatif qui commencera par une phase de présentation d'une enquête sur l'impact de la crise sur le secteur associatif. Céline Pelé de la DJSCS Martinique également, sur des chiffres plus locaux sur la Martinique quant au sport, et la jeunesse et l'impact de la crise bien sûr. On prendra un petit temps de questions-réponses, puis nous entamerons une deuxième séquence de travail où Jean-François Beaulieu, président du mouvement associatif de la Réunion, pourra nous partager un projet qui a été mis en place pendant le premier confinement, Casasso, si je n'écorche pas le nom. Puis je reprendrai la parole pour parler des structures d'accompagnement que sont les structures locales telles que les maisons des associations. Et enfin, nous accueillerons Juliette Blanc qui pourra témoigner de son expérience sur le territoire de la Guyane. Je propose de vous passer la parole à Adèle pour peut-être oui, une petite précision. Si Pardon. personne veut poser des questions dans le chat, voilà, on essaiera de les traiter dans les moments de questions-réponses, mais n'hésitez pas à écrire dans le petit onglet conversation en bas de l'écran. Et pardon Adèle, du coup, je vous laisse la parole. Pas de souci, merci Paul. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je vais commencer par vous présenter les résultats concernant donc, la crise sanitaire vécue par les associations ultramarines. Alors, je vais vous présenter en réalité les résultats de 2 enquêtes que nous avons menées, le mouvement associatif avec le RNMA, et dont le traitement a été effectué par Recherche et Solidarité. Vous verrez donc les résultats de la première enquête qui se situait pendant le premier confinement et la seconde au moment du déconfinement. Concernant l'échantillon, on nous parlera donc des associations d'outre-mer pour des raisons de représentativité de l'échantillon. Alors, durant mon intervention, donc on va aborder ensemble l'impact du confinement, la réaction des associations à ce confinement, la situation au moment du déconfinement et puis les attentes à 6 mois. Alors, en préambule, je vous précise qu'on va voir je vais afficher beaucoup de graphiques avec les barres, mais on ne va pas tout commenter parce que sinon ce serait trop long. Donc, moi, je vais vous donner les grandes tendances et si vous voulez retrouver la présentation ensuite, elle est disponible sur le site du salon en ligne dans l'onglet ressources. Voilà, donc si vous voulez ensuite retrouver les chiffres. Alors, on va donc d'abord commencer par l'impact de la crise sanitaire sur l'activité associative. Et on constate dans un premier temps que plus de la moitié des associations, 57%, associations d'outre-mer, ont maintenu moins de 20% de leur activité habituelle. Alors pour la lecture des graphiques, vous avez en rouge les résultats pour les associations d'outre-mer et en bleu le résultat pour le total des associations. Concernant les impacts sur le bénévolat, 91% des associations d'outre-mer déclarent en avoir constaté. Et dans l'ordre hiérarchique des 3 premiers, on a tout d'abord l'arrêt de l'activité des structures partenaires des associations, l'autorisation de sortie qui était inadaptée à l'activité pour les bénévoles, et puis ensuite la perte de contact des bénévoles. Alors, toujours sur l'impact de l'activité, la question maintenant de l'annulation d'un ou plusieurs événements induits par le confinement. On voit ici 81% des associations d'outre-mer à gauche, donc contraintes d'annuler des événements, ce qui est un taux dans la moyenne nationale. Et puis, concernant, cela dit, l'impact financier, il est principalement estimé en outre-mer entre 2 000 et 5 000 euros, ce qui est plus important que pour le total des associations, puisqu'on voit que ce total se situe plutôt principalement à moins de 2 000 euros. Alors, concernant les aides mobilisées par les associations, pendant le confinement, seuls 11% des associations d'outre-mer ont mobilisé des aides. Et en cumulé, c'est plus de la moitié, 54%, qui auraient voulu mobiliser des aides, mais qui n'ont pas pu, soit parce qu'elles étaient inadaptées, soit parce qu'ils n'en avaient pas connaissance. Parmi les aides mobilisées, on voit en priorité la sollicitation du Fonds de solidarité, 43%. Et ensuite arrivent les aides locales,
qui apparaissent ici, aide du département et aide de la région, chacune à hauteur de 34%. Alors, des aides qui sont quand même souvent difficiles à mobiliser, ça apparaît ici assez nettement, pour plusieurs raisons. La première desquelles, des délais de réponse trop longs, un sentiment de solitude aussi face à ces démarches, aides qui sont quand même, et cette question de la solitude ayant été remarquée également au niveau national. Alors, on a vu donc la soudaineté du confinement, l'impact important que ça a pu avoir sur les associations, avec une réduction de l'activité et donc un impact financier immédiat. Mais pour autant, les associations ont fait preuve de résilience. On voit ici sur le graphique comment elles ont maintenu des relations avec les bénévoles. Ce qu'on peut déjà retenir, c'est que 76% des associations ont maintenu des relations avec les bénévoles, malgré les 57% qui ont été contraintes de réduire fortement leur activité. Et on voit également qu'elles se sont adaptées en poursuivant certaines activités lorsque c'était possible ou en les adaptant afin toujours de maintenir le lien avec les bénévoles. Ce qui fait la transition, on voit donc l'importance du maintien du lien social, puisque l'enquête ici, les réponses ici se situant pendant le confinement, eh bien on voit que presque 60% des associations étaient déjà en contact régulier pour prendre des nouvelles avec leurs bénévoles, et que près de la moitié, 49%, relayaient les messages officiels. La situation au déconfinement maintenant, donc au mois de juin. Alors, un impact évidemment sur les ressources et les charges, qui apparaît ici assez nettement. 74% des associations ultramarines concernées, 20% qui n'ont pas encore la visibilité à ce moment-là pour répondre à la question, ce qui est dans la moyenne nationale pour le coup. Et si on regarde par contre les principaux postes concernés pour les associations ultramarines, on voit une baisse des ressources provenant des cotisations à 42%, bien plus que le total des associations. Viennent ensuite les revenus d'activité, perte de revenus d'activité totale ou partielle, 27% des réponses chacun, et puis des dépenses engagées à perte également. Il y a eu aussi un impact sur les dons. Un tiers des associations indiquent alors de recevoir moins de dons et 27% n'en reçoivent même plus du tout. Et puis on voit aussi que les associations d'outre-mer se sont elles-mêmes restreintes dans leur sollicitation, 43% d'entre elles ayant décidé de ne plus solliciter les entreprises avec la survenance de la crise sanitaire. Sur l'impact financier de cette crise, concernant les partenariats tout d'abord, une part non négligeable d'associations ultramarines, 23%, a vu ces partenariats s'affaiblir et 39% tout de même n'avaient pas de visibilité sur l'impact pour leurs partenariats. Et après, sur la question de la trésorerie, on voit ici que les associations d'outre-mer ont des réserves, ayant des réserves de plus de 6 mois et est assez inférieure à la moyenne nationale, puisque c'est 9% en outre-mer contre 28% pour le total des associations. Alors, concernant les attentes et les besoins qui ont été exprimés au moment de l'enquête pour les 6 mois à venir, donc entre mai et fin octobre, on a ici un premier fait marquant, c'est le manque de visibilité sur la possibilité d'exécuter son budget. 30% des associations qui ne sont pas en capacité de le faire, et puis tout de même 5% d'associations qui n'écartent pas l'hypothèse d'un dépôt de bilan. Interrogés sur les besoins à venir pour la reprise de l'activité, les associations répondent en premier lieu, 70% en outre-mer, les moyens de protection, pour donc maintenir l'activité dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, évidemment, et ça fait écho à ce qu'on a vu précédemment, la question des moyens financiers avec le maintien ou non des subventions, la possibilité peut-être d'avoir une aide financière exceptionnelle, de recevoir des dons, et puis des facilités de trésorerie. On voit quand même de manière assez nette ici que ces besoins apparaissent plus fortement que pour le total des associations. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je vais passer donc la parole à Céline de la DGSCS pour des résultats sectoriels. Alors j'arrête le partage d'écran. Oui, merci Adèle. Alors, je vais partager mon écran.
Attendez, j'ai un problème de partage d'écran. Qu'est-ce qui se passe? Là, est-ce que vous voyez tous? Oui, c'est bon. Voilà, pardon, ça avait bloqué. Bonjour à tous, donc moi, oui, je suis Céline Pellet, donc je suis chargée de mission auprès de l'Observatoire Emploi-Formation de la DGSCS. Alors, je vais faire quelque chose de beaucoup plus succinct que Adèle parce que, d'une part, les études n'ont pas encore été traitées en totalité. Donc, nous n'avons pas encore réalisé tous les graphiques parce que c'est quelque chose qu'on va mettre en place là en fin d'année, qu'on pourra mettre en ligne sur le site de la DGSCS. Donc, je suis allée sur des chiffres voilà, très simples, sur quelques chiffres particuliers sur la Martinique pour qu'on puisse voilà, voir par rapport à ce qu'a présenté Adèle s'il y a un peu des similitudes, sachant que notamment sur la deuxième partie de nos enquêtes, on a eu peu de répondants. Donc, sur la Martinique, nous avons fait 2 enquêtes. Donc, une enquête en juin 2020 donc sur une partie en confinement, la période avec des questions sur la période de confinement et la période de sortie de confinement à partir du 11 mai. Et ensuite, on a fait une deuxième enquête sur la reprise d'activité au mois de septembre. Voilà, avec une extraction sur fin octobre. Voilà, donc ce sont 2 enquêtes qui ont été menées en ligne, donc auprès de toutes les associations sport, jeunesse et éducation populaire de la Martinique. Donc sur l'enquête post-confinement, nous avons eu 135 répondants, dont 103 associations sport et 32 associations jeunesse, éducation populaire. Et puis sur la reprise de l'activité, comme vous voyez, on a eu beaucoup moins de répondants, donc 46 répondants, dont surtout des associations sportives, donc 42 associations sportives qui ont répondu. Donc, sur la partie confinement et sortie de confinement, on a demandé, donc j'ai fait juste quelques items, on a beaucoup plus de données, mais effectivement, on les mettra en ligne plus tard. Donc, simplement, on a demandé si l'activité avait pu être maintenue ou non. Donc, on voit qu'il y a eu un arrêt total pour les associations sportives à 97%. 63% des associations GEP ont dû arrêter totalement leur activité. Alors, on s'est aussi intéressé, effectivement, comme disait Adèle, sur la possibilité de maintenir le lien pendant cette période. Est-ce que les associations avaient pu continuer à maintenir le lien, donc à la fois avec leurs dirigeants bénévoles et salariés et avec les adhérents licenciés. Donc, on voit, donc là, c'est cumulé toutes associations confondues, que 80% des associations ont maintenu le lien avec leurs dirigeants bénévoles salariés et 72% avec les adhérents licenciés. Donc, majoritairement par beaucoup d'envois de mails informatifs réguliers et puis par les réseaux sociaux et des liens par les réseaux sociaux, les groupes WhatsApp, etc. Avec effectivement sur les associations GEP notamment, la mise en place d'ateliers, de propositions de travail en groupe, etc. Alors, je ne suis pas allée dans le détail sur la perte de revenus de l'association, mais par contre, on a regardé la possibilité pour eux, pendant cette période de confinement, de mettre en route les dossiers de demande de subvention pendant cette période pour voir s'il y allait avoir un impact plus tard sur leur budget. Et on voit que ce soit dans les associations GEP ou les associations sportives, presque la moitié des associations n'ont pas fait leur demande de subvention pendant cette période, n'ont pas pu mener à bien du fait d'un manque de lien entre les dirigeants notamment, principalement, les dossiers de demande de subvention. Et donc, on peut imaginer que sur la deuxième partie, sur la reprise, il peut y avoir des difficultés de budget sur la prochaine année. Concernant l'emploi, donc on a regardé les associations employeuses. Donc sur les associations GEP, on avait 30 associations employeuses, donc une majorité d'associations employeuses sur les répondants, la moitié pour les associations sportives. Donc pendant la période de confinement, que ce soit les associations GEP ou les associations sportives, on a eu environ 37-38% de mise en activité partielle à 100%.
à côté. C'était une alternance d'activité partielle ou d'activité normale. On a eu aussi mise en congé, enfin, tout se cumulait dans la possibilité de gérer l'emploi de leurs salariés, à savoir que l'activité partielle à 100% a été beaucoup plus mobilisée par les petites associations que les grandes associations sur nos répondants, et que ensuite, en sortie de confinement, donc dès le 11 mai, la question a été posée sur cette période-là, et on voit qu'il y a malgré tout encore 33% d'associations GEP et 24% d'associations sportives qui ont maintenu l'activité partielle à 100%, juste en sortie de confinement, sur tout ou partie de leurs salariés. Là, pour les petites associations, la totalité des salariés encore. Pour cette période de maintien en activité partielle à 100% pour les salariés concernés, on a demandé aux associations si elles avaient pu maintenir le salaire pour voir l'impact sur les salariés. Et on voit que 70% des associations GEP ont maintenu le salaire en totalité pour les salariés qui étaient en chômage partiel à 100%, 54% pour les associations sportives. Alors, concernant les aides mobilisées, donc on voit que c'est à peu près identique, que ce soit en éducation jeunesse ou en sport. Par contre, on voit que 70% des associations sportives déclarent qu'elles n'ont mobilisé aucune aide, et 47% pour les associations GEP. Donc, la majorité, ce sont surtout les reports de charges. Ensuite viennent les subventions et les aides à l'emploi, le fonds de solidarité et l'utilisation de la Banque publique d'investissement. Le fonds de solidarité ayant été un peu plus sollicité par les associations sportives. Alors, très rapidement sur les résultats de reprise d'activité, même si on a très peu de répondants, j'ai fait quelques pourcentages pour les associations sportives uniquement. Donc, on a la moitié, un peu plus de la moitié, 57% des associations sportives qui déclarent avoir des difficultés à reprendre leur activité. C'est vrai que la reprise sportive s'est faite vraiment très, très progressivement et un peu mieux depuis peu de temps. On voit qu'il y a, que ce soit perte de licenciés adhérents, perte de bénévoles encadrants également, on est à peu près dans les mêmes volumes. On est à peu près à 38% de perte d'associations qui déclarent avoir perdu des licenciés sur ce tout début d'année sportive, et une importante partie qui ont perdu aussi leurs partenaires. Alors peut-être un peu, pour revenir à ce que disait Adèle tout à l'heure, peut-être une non-sollicitation également des partenaires du fait de la situation pour tout le monde, et aussi que voilà, les associations sportives sont vraiment n'ont pas repris tout de suite, de toute façon, leur activité. Ça a été très compliqué. Ça a démarré, puis ça s'est arrêté assez vite. Et sur cette partie, il y a eu effectivement une inertie de relance dans le monde sportif en général en Martinique, où on voit bien que voilà, il y a beaucoup moins les licenciés baissent nettement. Bon, juste pour dire que pour les 4 associations, alors les 4 associations qui nous ont répondu là sur la reprise d'activité, ce sont quand même les 4 plus grosses associations en termes d'adhérents et de salariés sur le territoire. Donc, c'était quand même intéressant pour nous de voir, mais bon, évidemment qu'on on peut pas traiter. Simplement savoir qu'il y en a quand même la moitié, les 2 sur 4 qui elles, disent avoir des difficultés de reprise d'activité, sachant que les deux grosses, les 2 autres ont repris la totalité de leur activité dès la rentrée, avec toutes leurs activités, que ce soit les accueils collectifs de mineurs, les formations, etc., etc. Donc, avec malgré tout quelques pertes d'adhérents pour la moitié d'entre elles. Et des pertes de partenaires également. Donc, je vais juste voir, on avait fait une question un peu ouverte sur leurs difficultés de reprise au niveau des associations GEP. Donc, je vais plutôt vous donner quelques difficultés pour que voilà, ce soit un peu plus parlant. Donc, c'est la peur de contamination chez les bénévoles, donc ils ne souhaitent pas aller au contact du public de peur d'être contaminés effectivement par le virus. Revient aussi beaucoup, est revenue la problématique du protocole de reprise qui était un peu trop contraignant et qui du coup aussi entraînait des contraintes matérielles et financières trop importantes pour pouvoir maintenir ce protocole contraignant. Donc, c'était compliqué et coûteux de mettre en place l'accueil dans leur structure. Également, un manque d'informations sur les conditions de reprise d'activité pour ces associations qui étaient un peu perdues sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. C'était un peu flou.
et des financements non perçus qui obligent à suspendre une partie des programmes d'action. Donc là, on revient un peu avec l'effet de ce qu'on a vu pendant le confinement, avec la problématique de ne pas faire de demande de subvention, de ne pas solliciter les partenaires. Et du coup, on se retrouve à la rentrée de septembre avec un budget annuel qui est un peu grévé de ces rentrées d'argent. Et du coup, on ne peut pas mettre en place la totalité des actions qui étaient prévues. Et on ne sait pas trop où on va sur les budgets, donc on freine un peu certaines activités. Voilà, donc je vous remercie, c'est tout pour moi. C'était assez rapide et simple, mais voilà, on aura un traitement des données un peu plus complexe là, qui va venir sur la fin d'année, qu'on mettra en ligne donc, sur le site de la DGSCS. Tous les travaux de l'observatoire de la DGSCS sont en ligne à la rubrique études et observatoires sur le site de la DGSCS, donc vous pourrez aller voir les différentes données. Vous pouvez aussi nous contacter. Donc, Véronique Flamand, qui est avec moi, qui est donc la référent emploi à la DGSCS Martinique et qui s'occupe de l'observatoire, et donc moi-même qui suis chargée de mission. Donc, on est à votre disposition si vous avez besoin d'éléments plus spécifiques. Voilà, merci beaucoup. Je vais arrêter de partager. Voilà. Oui, alors, on avait proposé, c'est au tout début, que les personnes qui le souhaitent posent des questions dans le chat. Alors, d'autres personnes sont connectées un peu après qu'on précise cette possibilité. Donc, si vous avez besoin, quant aux propos d'Adèle et Céline à l'instant, de quelques précisions, n'hésitez pas, là, on peut se permettre un petit temps de questions tout de suite. Et si tout a été très clair et qu'aucune question ne vient spontanément, on pourra on va pouvoir passer à la séance de travail suivante. Alors peut-être annoncer, Adèle précisera éventuellement, une deuxième séance d'enquête est prévue pour l'impact de la crise sur le long terme entre les plusieurs partenaires qui ont mené l'enquête que vous avez présentée. Oui, tout à fait. Le prochain volet de l'enquête, Paul, tu me corrigeras si c'est faux, mais ce serait a priori donc pour le printemps, voire peut-être avancé en début d'année. Je ne sais pas si tu as plus d'éléments de ton côté. Mais les dernières discussions que j'ai eues, en effet, je suis resté moi sur l'idée du printemps, Oui. puisque semble-t-il qu'en ce moment, bon, le deuxième confinement a aggravé un peu les tendances. La grosse question qui se pose, c'est au moment où on aura une activité une fin en fait des contraintes sanitaires, quels seront les impacts en termes de fermeture, d'assauts qui se relèveront pas. Voilà, donc cette enquête viendra un peu plus tard. Merci. Oui, effectivement, je pense que ce serait intéressant dans quelques mois, si effectivement la situation se stabilise, de voir l'impact vraiment à long terme, parce que je pense qu'il y a pas mal d'associations qui risquent d'être en difficulté d'ici quelques mois, mais c'est un peu tôt pour le dire. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de questions qui viennent dans le chat et puis en même temps, comme on est pile poil dans le timing, mais du coup, on va essayer de ne pas prendre de retard. Je propose qu'on parte sur la deuxième séance de travail, où là, on va peut-être un peu plus tourner sur de l'action faite par les structures d'accompagnement, de conseil envers les assos pour les aider à passer ce cap difficile. Et en premier lieu, la parole va être laissée à Jean-François Beaulieu, donc du mouvement associatif de la Réunion, puisque dès le premier confinement, il y a une articulation entre plusieurs structures de la Réunion du Fonds de l'accompagnement pour va travailler conjointement à répondre à un maximum de questions d'urgence. Donc je vous laisse la parole, Jean-François. Merci, bonjour à tous. Un petit point, donc le mouvement associatif de la Réunion est composé de 5 coordinations. On a le CROSS, au niveau du sport dont je suis issu. Il y a l'UDAF, nous avons le CRAGEP, nous avons la Ligue de l'enseignement et l'URIOPS. Donc, c'est 5 coordinations qu'on a structurées depuis 2 ans afin de mettre en place la charte des engagements réciproques qui a été signée par l'ensemble des collectivités. Et avec la DJSCS, on avait prévu en fin d'année 2019 d'organiser une conférence régionale de la vie associative et de l'engagement solidaire afin de voir si l'ensemble des associations et les collectivités, d'autre part, avaient bien perçu cette charte des engagements réciproques. Pour ce faire, on s'est aperçu qu'au-delà de notre coordination, on s'est élargi avec un certain nombre d'autres
structures pour mieux organiser et partager ensemble nos différentes expertises. C'est ainsi qu'on a créé pour justement cette conférence régionale le concept de case asso, hein, case, c'est un terme créole, hein, case asso avec Zot, c'est-à-dire avec tout le monde, c'est-à-dire d'où son esprit d'ouverture. Et là, s'est joint à nous, donc bien sûr la DJS, on a eu la CRES, France Active, Prodige, hein, qui est un pôle réunionnais d'organisation de développement, innovation. On a eu le Centre de ressources cohésion sociale urbain de la Réunion. On a eu des MDA, la MDA de Saint-Benoît, CRIGE, les fédérations des acteurs de solidarité, GESAREN, qui est un groupement d'employeurs, et puis bien sûr NOSOPCO, Uniformation et AFDAS. Donc tout ce monde s'est regroupé sous forme de stand pour cette conférence régionale. Et on a eu à peu près 300 participants, hein, dont des experts, avec 2 tables rondes. Donc voilà le concept de Casasso, partager nos compétences. Et puis arrive la crise sanitaire et le confinement. Mouvement de panique avec l'ensemble des associations, tout le monde anxiété, tout le monde est perdu. Et avec le MAR et la DJS, on s'est dit, on va réactiver Casasso. Et c'est ainsi qu'on a recontacté l'ensemble de nos partenaires du collectif Casasso afin de s'entendre sur comment partager, c'était dans un élan véritablement de solidarité, et c'était comment partager le plus grand nombre d'informations possible, puisque nous tombaient dessus des projets, des lois, des ordonnances, des décrets, et ce n'était pas tellement visible et lisible de l'ensemble des associations. Et ce qui fait qu'on a ensemble mis en place ce qu'on appelle des webinaires thématiques avec des rendez-vous de jeudi. Mais les outils qu'on a utilisés, donc ça avait été Agorakit, hein, qui est un système complet d'outils collaboratifs, un site internet, hein, Casasso, et puis Zoom pour l'ensemble de nos webinaires. Donc ces webinaires se tenaient, on s'était entendu le jeudi à 11h pile, donc on s'était calé là-dessus, et à chaque webinaire, on avait une thématique particulière. Et les premières thématiques, ça a été, bien évidemment, l'activité partielle, comment interpréter cette loi et comment l'appliquer. On a eu ensuite une réunion organisation collective sur Casasso, puis nous avons eu un webinaire spécifique sur les prêts et subventions. Alors, à chaque webinaire, on avait à peu près 80-90 participants, sachant que sur notre base de collecte et d'inscrits, nous sommes à peu près à 400 ou 500 associations, soit tête de réseau ou autre. Et on a organisé aussi un webinaire sur la thématique des assemblées générales, du CA, tout ce qui touche les réunions statutaires de la vie associative. Il y a eu aussi après ce qu'on appelle les outils numériques pour associations, pour les aider à... Ensuite, on a eu des activités culturelles pendant le confinement, comment garder le lien, comment garder cette activité. On a eu aussi les activités sportives qu'on pouvait en période de confinement, comment se maintenir en forme. On a eu un atelier pédagogique sur Trello Bonus, on a eu des ateliers pédagogiques sur découvrir un certain nombre d'outils. Et un des derniers webinaires, c'était face au confinement. Donc voilà un petit peu comment on a pu garder le lien avec le terrain. Ce qui nous a permis, je prends l'exemple du centre de ressources du CROSS, le CRIB, au niveau de cette structure, qui a permis de suivre à peu près une centaine de clubs et de les aider dans le montage des dossiers ou autres.
Donc voilà, et puis bien sûr, chaque coordination, notamment le CRAGEP et la Ligue de l'enseignement, ont pu apporter leur soutien là-dedans. Donc voilà un petit peu comment on s'était organisé. Et puis, on a voulu un peu continuer après le confinement, après le 11 mai ou autre. Lorsqu'il y a eu la reprise, malheureusement, il est maintenant difficile de réunir tout le monde puisque chacun a repris ses activités professionnelles. Et là, on est parti pour une thématique mensuelle sur la vie associative d'une manière générale. Alors, ce qu'on retient, alors ce qui était intéressant aussi, c'est qu'avec la CRES, le mouvement associatif donc, et la CRES, on a joué le rôle de plaidoyer, soit vis-à-vis du préfet, de la région, des banques, et on a pu faire un courrier commun pour essayer de faire remonter les difficultés qu'avaient les associations pour accéder aux différents dispositifs et avec la CRES. Et on a aussi lancé avec la CRES une enquête sur l'impact du Covid, qui rejoint les grandes thématiques, on rejoint tout à fait ce qui est déjà fait. Et le préfet nous a confié, donc le mouvement associatif, dans ce qu'ils appelaient les groupes de travail sectoriels, afin de faire remonter toutes les problématiques rencontrées dans le secteur. C'est ce qu'on a fait avec un certain nombre de propositions, des propositions qui relèvent aussi bien du national que du régional. On a été invité à 3 reprises à ce qu'on appelle les conférences régionales au niveau de la reprise des activités économiques. Et ce qui était intéressant, c'est que le fait de participer à cette conférence, on côtoyait aussi tout ce qui, le professionnel, les gens qui emploient, etc., et les syndicats. Ce qui nous a permis de mieux comprendre notre place. Et nous, au niveau de la vie associative, leur montrer que nous avons des activités économiques. Parce que souvent, on oublie que la vie associative, on a des activités économiques. Et ce qui a véritablement surpris le préfet. Alors, au niveau de l'après-crise, ce qu'on a retenu, en fait. Jean-François, excuse-moi, vous essayez peut-être de condenser en une minute ou deux pour la... Donc, ce qu'on a retenu, super, il faut qu'on continue cette mutualisation de moyens. Et on a discuté avec France Active au niveau de DLA afin qu'on puisse mieux accompagner. Alors, il y a deux sujets qui c'est la fonction employeur de nos associations. Il faut absolument accompagner nos associations dans la fonction employeur et aussi dans l'accompagnement de gestion et d'ingénierie et finance. Voilà, j'ai dit. Merci Jean-François, oui, désolé, j'assume le mauvais rôle de la modération. Et je tenais à vous dire qu'à Zasso, on a entendu parler, nous, jusqu'à la métropole pendant le premier confinement, puisque ça a été beaucoup cité comme un exemple de grande réactivité des structures pour s'organiser. Du coup, j'enchaîne avec un mot. Alors moi, je suis Paul Bucco, chargé de mission au sein du réseau national des maisons des associations. Et du coup, je vais me forcer de matérialiser un peu un positionnement de structure que sont, alors nous, au sein du RNMA, on dit des maisons des associations, on a entre 60 et 70 membres, qui sont soit des collectivités locales qui portent elles-mêmes une maison des associations ou un service vie associative qui fait pas mal d'actions pour développer la vie associative, et également des acteurs associatifs qui sont membres du RNMA et qui sont, alors parfois certains s'appellent maison des associations, mais d'autres ont d'autres noms et peuvent porter des labels CRIB, Centre Ressources Information des bénévoles, PAVA, Point d'appui à la vie associative. Voilà. Alors je le précise puisqu'il s'agit bien ici dans mon intervention en tout cas, non pas de mettre en avant un modèle, mais de préciser qu'il existe plusieurs structures comme ça de proximité qui vont avoir des fonctions en partie similaires, parfois quelques spécificités, mais voilà, qui en tout cas ont vocation à rendre service à la vie associative locale sur les territoires. Du coup, je voulais
enchaîner en matérialisant justement quelles sont les fonctions de ces structures, celles que l'on observe le plus fréquemment. Nous, en tout cas, au sein du RNMA, mais avec encore une fois, je disais, c'est pas du tout normé comme type de structure. Donc, dans toute la diversité, il y a quand même des choses, des grands axes conducteurs qu'on retrouve à divers endroits et qui tous contribuent dans une même direction, qui est celle d'offrir des outils qui vont faciliter la vie des assos et les aider à se développer. Alors la première grande fonction, elle a trait à tout ce qui relève de la logistique, hein, de faciliter pas mal d'éléments dont beaucoup d'assos ont besoin. Alors bien sûr, toute la question des salles de réunion, des salles plus ou moins grandes pour faire des AG ou des conférences voilà, qu'on peut trouver dans différentes villes. Des questions de locaux, hein, pour les assos qui sont des salariés ou des assos qui ont des permanences à tenir. De plus en plus d'espaces de coworking dédiés aux associations. Voilà, donc déjà, c'est un premier moyen assez, on va dire, assez évident, mais toujours à rappeler parce que très plein de valeur pour les assos. Donc, en moyen voilà, de faciliter leur action. Et également de cette dimension logistique, pas mal de structures mettent à disposition des assos différents types de matériel pour des événements, tables, chaises, chapiteaux, matériel de sonorisation. Donc, voilà, et ça, je mentionne puisque ça peut avoir comme utilité par rapport au budget associatif, de plutôt qu'aller chaque asso faire des achats ou faire de la location sur le marché. Le fait d'avoir des outils mutualisés comme ça matériellement, quelque part, ça crée des économies d'échelle et du coup, en termes de soutien à la vie associative, sont des leviers voilà, à mobiliser autres que la subvention. Hem, et voilà, je vais également préciser quelque chose qu'on observe pas mal au sein de pas mal de collectivités, qui est la mise en place de guichets uniques. L'idée étant pour faciliter la relation entre association et collectivité, le fait d'avoir des interlocuteurs au sein de la collectivité qui vont traiter toutes les demandes, qu'elles soient de subventions, de matériel, de salles, va permettre deux choses. À la fois, après, de les redispatcher en interne de la collectivité et également d'œuvrer, du coup, entre différents services que sont assez fréquemment, ont affaire avec des associations, les services sport, les services culture, les services solidarité, mais parfois ont des manières d'instruire et de travailler avec la vie associative très différentes. Un guichet unique peut être un outil qui contribue parfois à mettre un petit peu de cohérence dans tout ça et ça peut éviter des fois des sentiments, d'incompréhension d'association, de ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas pareil pour elle, que pour quelqu'un d'autre. Enfin, en tout cas, voilà, ça contribue à de la lisibilité, de la clarté dans la relation association-collectivité que d'avoir une cohérence globale au sein de la collectivité. Et également le guichet unique a ce deuxième enjeu qui va me permettre de faire la transition avec l'autre fonction des maisons des assos. C'est le fait d'avoir quelques professionnels qui ont lien privilégié avec beaucoup d'associations, puisque tout le long de l'année, les associations venant pour des demandes telles que celles que j'ai pu lister auparavant, ça va permettre de les connaître et en tissant un peu du lien de connaissance, de capter d'autres besoins que peuvent avoir les assos, ce qui nous amène vers la deuxième fonction des acteurs territoriaux, qui est celle de l'accompagnement. Alors, derrière le mot accompagnement, l'idée, c'est d'arriver à situer, enfin, à comprendre que les assos, pour se développer, il y a besoin de moyens, bien sûr, mais également des besoins, des fois, d'être plus efficace en communication, mieux organisé sur des questions administratives ou financières, plus efficace dans le renouvellement de ses bénévoles ou leur implication. Donc, tout un tas de questions que les accompagnateurs, les professionnels qui traitent avec les assos peuvent faciliter en mettant en place soit des formations, Heu, soit d'autres formats, qui peuvent être des échanges de pratiques ou les assos en les faisant échanger sur différentes thématiques, vont se donner des conseils, des bonnes pratiques qui vont alimenter les unes les autres. Il y a également, voilà, d'autres types d'actions d'accompagnement qui vont peut-être plus relever de la promotion de la vie associative, hein, d'aider les associations, soit par des forums de rentrée, soit par des journées de promotion du bénévolat ou de l'engagement. Ça va aider à la visibilité auprès du grand public, du coup, ce qui peut toujours conforter la capacité des associations soit à trouver de nouveaux bénévoles, de nouveaux membres, mais aussi voilà, à élargir leurs activités en rencontrant plus de public. Donc j'ai pas cherché à être exhaustif, mais en tout cas, j'espère avoir un petit peu, donné un panorama, un petit peu élargi de différentes manières d'aider la vie associative. Pour aller plus loin, si je vais mettre là dans la foulée, dans le chat, le lien vers une ressource
qu'on a créé au sein du NMA, ce qu'on appelait le repère, qui est ni plus ni moins qu'une boîte à outils et inspiration où on a publié ce que font beaucoup de MDA localement et puis après des travaux du RNMA. Voilà, ça peut aider l'idée, c'est pas de dire qu'il y a une bonne manière de faire, mais de donner à voir différentes possibilités, après à chaque territoire de se situer au milieu de ce qu'il fait déjà et de ce vers quoi il voudrait aller. Et enfin, avant de passer la parole à Juliette, je voulais toucher du doigt une réalité dans le travail que l'on voit des accompagnateurs, c'est le fait que sur un territoire, on est rarement seul. Il va parfois y avoir, dans beaucoup de villes, on va voir à la fois des acteurs du milieu sportif, des CDOS, des acteurs du milieu de l'éducation populaire, la Ligue de l'enseignement. J'ai aperçu ce matin en visitant le forum virtuel qu'il y a le CMEA, par exemple, sur la Martinique qui est présent, qui fait beaucoup de formations à la vie associative. Donc, je le mentionne parce que du coup, en fonction de là où on est implanté sur un territoire, on n'a pas forcément besoin d'avoir toutes les compétences. On peut trouver ces accompagnateurs complémentaires qui ont d'autres compétences pour essayer de s'articuler, faire des actions ensemble et éviter les logiques des fois de concurrence ou de doublons. Voilà, surtout dans une époque où les moyens sont un peu contraints, donc voilà, c'est toujours utile de travailler ainsi. Et ce qui me permet de tendre la perche à Juliette, qui a l'expérience du territoire de la Guyane, où justement Juliette et sa structure, la Procep, ont une très bonne capacité à arriver à travailler sur ce territoire où, voilà, où les distances sont longues et vous arrivez pourtant à travailler même dans les terrains les plus reculés. Donc je te tends la perche, Juliette, pour nous C'est préciser. ça, bonjour à tous. Alors effectivement, la Procep, qui a été créée dans les années 90 en Guyane, donc c'est une association qui a déjà quelques années. On est constitué en groupe depuis 1 an, en groupe économique solidaire, composé de 4 structures filles qui ont toutes comme ligne directrice la mutualisation. Donc je rebondis pas mal sur ce que Paul disait juste avant. Mais effectivement, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que beaucoup d'assos qui faisaient des petites actions n'avaient pas forcément les moyens d'avoir accès à tous les services ou à tout le matériel dont ils ont besoin. Donc, on a créé 4 structures qui ont toute une spécialité, on va dire. Donc, on a au sein du groupe un organisme de formation qui fait des formations sur plutôt sport et éducation populaire, animation. On a une structure d'insertion qui fait des ateliers chantiers d'insertion, principalement sur les communes isolées de la Guyane. Et c'est un service de mutualisation dans le sens où c'est une équipe encadrante qui va développer plusieurs ACI. Et on travaille en lien avec des associations du territoire. On a aussi un groupement d'employeurs. Donc, on fait de la mutualisation et de la mise à disposition de salariés au sein des assos du territoire. Et enfin, on a donc la dernière structure que je coordonne, Guyane Asso, qui est composée de 3 services différents. Donc, le service d'appui à la vie associative, qui apporte son soutien. C'est un soutien très global aux associations. Ça va de la question comment je crée une association, comment écrire des statuts, jusqu'à comment trouver une comptable pas trop chère. Voilà, c'est vraiment des questions très, très larges. On fait aussi de la mutualisation de matériel. Donc, on loue à bas prix du matériel pour des réunions, pour des manifestations, etc. On met à disposition des salles gratuitement aux associations pour leur permanence, leurs réunions, tout type d'activité. Et on propose aussi, enfin on essaye en tout cas, de rentrer dans une dynamique de valorisation des assos du territoire en proposant tout type de communication. Notamment en ce moment, sur notre page Instagram, on fait un calendrier de l'avant de l'initiative associative guyanaise. Donc, on met en valeur une association par jour. Voilà, c'est des petites actions comme ça qui sont faites tout au long de l'année. On a aussi les trophées Guyane Asso qui valorisent la meilleure initiative associative de l'année d'avant. Voilà, il y a différents types d'actions. Le deuxième service de Guyane Asso, c'est un groupement d'activités et d'initiatives en Amazonie. C'est assez unique, on va dire, comme type d'accompagnement.
puisqu'on va au-delà de l'accompagnement, on fait du portage de projets. Alors, c'est à destination des associations des communes de l'intérieur. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la Guyane, il y a certaines communes, certains villages qui sont très éloignés du centre administratif de la Guyane, qui est Cayenne, où nous sommes situés d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Certains villages se trouvent à 2 jours de pirogue, par exemple, 3 parfois. Et il n'y a pas de route pour y accéder. Et l'avion, c'est des avions privés, puisqu'il n'y a pas de ligne commerciale pour tout le territoire. Donc, les difficultés d'accès sont énormes et beaucoup d'assauts de ces communes-là. Alors, il y a des assauts qui sont déclarés, il y a aussi beaucoup d'assauts de fait. Ces assos ont du mal à mettre en place des actions, mais ils ont envie. Et on a développé du coup ce dispositif qui permet de porter le projet administrativement et financièrement pour que l'asso de cette commune n'ait que la partie, on va dire, opérationnelle à gérer. Voilà. Donc nous, on gère toute la partie administrative et financière, ce qui soulage énormément ces associations-là. Voilà, et le troisième service de Guyane Asso, c'est plusieurs même, centres de loisirs, donc de loisirs ou d'activités de pleine nature, et qui sont des bâtiments qui sont mis à disposition par des municipalités. Donc on en a un sur la commune de Montcinéry-Tonnégrande, donc que la commune nous a mis à disposition, hein, et qu'on mutualise du coup pour toutes les assos sportives, culturelles, d'insertion, voilà, pour qu'elles puissent mettre en place leur formation, leurs actions, leur journée cohésion. Voilà. Et donc, on a une équipe de salariés qui peut accompagner ces associations-là sur tout type d'activités sportives de plein air. Voilà. Nous, nos difficultés pendant le Covid, elles ont été... on s'est rendu compte de beaucoup de lacunes, en tout cas, notamment informatiques. Parce que c'est vrai que la majorité des assos qu'on accompagne viennent en physique. En tout cas, je parle des associations de Cayenne. Elles viennent en physique dans nos locaux pour qu'on les aide sur tous leurs problèmes avec l'informatique. Pendant le confinement, on n'a pas du tout pu faire ça et c'était très difficile de les joindre en visio. Alors, on a maintenu le lien avec nos adhérents par mail, par visio, avec nos réseaux sociaux. Voilà, on a essayé de mettre en place quelques petites actions. Mais ça a exclu énormément d'associations qui ont des problèmes d'informatique. Et c'est le cas de beaucoup de nos adhérents. Donc voilà, on n'a encore pas trouvé de solution pour les personnes qui ont des difficultés à se servir d'un ordinateur. Pour toutes les autres, on est en train de mettre en place une plateforme d'accompagnement en ligne, du coup, avec une grosse base de données sur toutes les questions qu'on traite le plus souvent, avec des tutos vidéo. Et alors, on espère pouvoir faire traduire, parce que c'est vrai qu'il y a une des spécificités en Guyane, c'est qu'il y a énormément de langues qui sont parlées, et le français n'est pas la langue maternelle de tout le monde, bien au contraire. Donc voilà, on va essayer aussi, on espère pouvoir les faire traduire aussi nos supports, nos vidéos, enfin un peu tous les types de supports d'accompagnement qu'on pourra mettre en ligne. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Enfin, non, il y aura encore plein de choses à dire, mais voilà, c'est en gros. Oui, mais merci Juliette de ton intervention. Alors encore une fois, comme tout à l'heure, ne vous privez pas dans le chat de demander des précisions complémentaires par rapport aux propos qui ont été présentés. Il faut croire que nous avons tous été assez clairs dans nos interventions. Peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas l'outil Zoom, vous avez le chat tout en bas de l'écran. C'est le bouton discussion qui vous permet d'activer les questions. Peut-être préciser, oui, à minima, comme nous invitait à le faire Madame Renaud-Urruti en préparation de ce travail. Nous, forcément, on était ravis de présenter un certain nombre d'éléments aujourd'hui.
On reste à disposition après s'il y a des questions par rapport à ce qui a été entendu ou des envies de développement de projets, de structures qui ont vocation à aider la vie associative un peu à se structurer, à avoir voilà, soit des structures relais, des points d'appui, en tout cas tout ce qui peut permettre de rompre la solitude et l'isolement associatif pour voilà, bâtir des outils collectifs. En tout cas, on a vocation à accompagner cela sur les territoires. Enfin, en tout cas, moi, je parle en mon nom, mais je ne doute pas que le mouvement associatif, c'est la même chose. Donc, voilà, n'hésitez pas à ressolliciter vos interlocuteurs locaux de la DJSCS par la suite si vous avez besoin qu'on soit mis en lien et qu'on vous raccorde un petit peu de temps ou des compléments d'information. Tout à fait. Et puis peut-être pour redire, pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, que l'ensemble des documents qu'on a présentés et des différentes ressources sont mises en ligne sur la plateforme du salon. Et donc, dans l'espace ressources, on pouvait retrouver des éléments de notre présentation, celle de la DJSCS, l'enquête aussi de la Réunion qu'a évoqué Jean-François, et sans doute d'autres documents. Je n'aurais pas prétention de pouvoir les citer tous, mais voilà. Mais en tout cas, cet espace ressources qui nous permet de retrouver certains éléments. Et donc, du coup, je me dis peut-être qu'on va pouvoir se saluer mutuellement. On a été très bon parce qu'on a tenu notre timing. Et c'est vrai que bon, le fait qu'il n'y ait pas de questions nous évite le débordement. Mais en tout cas, chaque intervenant a bien joué le jeu. Voilà, une bonne préparation en amont. Merci à tous, du coup, pour votre présence. Merci, oui, merci à tous aussi. Merci, Paul, pour l'animation des différentes prises de parole. Avec plaisir. Bonne continuation de salon à tous. Je vois qu'il y a plein de conférences intéressantes qui continuent là, tout au long de ces journées. Il y a vraiment de quoi aller s'informer. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Donc voilà, bonne participation à tous. Au revoir. Bonne journée. Merci, bon salon à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.